Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Jean Viard. Bonsoir. Je mets ma montre. Le président est trop aimable. Mais vous savez que j'aime beaucoup Marseille et je me suis beaucoup battu. J'ai même été conseiller municipal pour transformer le Vieux-Port. Donc chaque fois que j'y reviens, ça me fait plaisir. On est dans un moment assez extraordinaire. On a mené une bataille avec la grande pandémie à 5 milliards. On a sauvé 200 ou 300 millions de vies par le changement des comportements, les masques, ne pas sortir, etc. Les vaccins ont sauvé 20 ou 30 millions de personnes. On a remis la science au milieu des sociétés. On a été finalement extrêmement solidaires. On a beaucoup parlé des anti-vax, tout ça, mais ils ne pèsent pas plus de 10%. C'est sans doute la plus grande rupture de votre vie, le moment dont vous vous rappellerez, parce que ça marque plein de changements. Dans nos vies, 1 million de couples ont explosé, 2 ou 3 millions de Français ont déménagé, 2 ou 3 millions de Français ont quitté leur travail, ont créé des entreprises. Ne croyez pas que c'est que le télétravail. Dans les gens qui quittent les grandes villes, notamment Paris, il y en a 1 sur 4 qui est en télétravail, 3 sur 4 qui créent une entreprise. Partout, on crée des entreprises. Moi qui suis dans l'édition, on crée partout des librairies, des petites librairies, des épiceries. Il y a toute une nouvelle activité qui se crée. C'est pour ça que le chômage recule aussi, c'est une des raisons. C'est effectivement cette nouvelle volonté d'un nombre de gens de dire, moi, au fond, quand tu as gagné un salaire modeste, autant créer ma boîte, autant créer une boîte de service, etc. C'est ça qui se passe. Au fond, cette grande pandémie, elle a bousculé les sociétés à un niveau incroyable. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, il y a 1 salarié sur 3 qui a démissionné. En Chine, il y a à peu près 10% des couples qui ont explosé. Pour vous donner des indicateurs partout, parce qu'on vit la même chose, y compris le fait que les gens quittent les grandes métropoles. C'est pareil à New York, c'est pareil à Pékin. À Paris, vous avez en Île-de-France 64% des gens qui rêvent de quitter la région. 64%. C'est la seule région française dont les gens veulent sortir. Mais il peut y avoir des gens qui veulent quitter Marseille pour la campagne, mais ils ne veulent pas aller habiter à Paris. Donc on est là dans une période tout à fait nouvelle. Et puis il faut le dire pour Marseille. Marseille est dans son renouveau extraordinaire. Il y a un indicateur qui n'est pas bon pour tout le monde, mais c'est l'augmentation des prix des logements. 14% cette année. C'est un handicap pour ceux qui veulent se loger, mais c'est un indicateur. Quand on pense cette ville, quand on pense la ville de Robert Rigourou, quand il a été élu, on n'avait même pas besoin d'élargir les services publics parce qu'il y avait de moins en moins d'habitants. Donc c'est un retournement extraordinaire. Donc dites-vous qu'on est dans une rupture historique qui va marquer toute votre vie et qu'au fond on est tous un peu, vous savez, dans la position de quelqu'un qui a un cancer et puis un jour on lui dit, écoute, t'as vraiment du bol, t'es guéri. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais de la vie qui me reste? Avec qui je vis? Est-ce que je retourne au boulot? Est-ce que je fais les rêves que j'avais toujours eus? Aller à Marseille, aller m'installer à la campagne, changer de partenaire, Vous voyez, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il y a autant de mouvements, d'innovation. 5 millions de Français ont changé de chemin. Et il y en a des tas d'autres qui s'interrogent. Et vous savez, quand les gens se déplacent, non seulement ils se déplacent eux-mêmes, mais du coup, ils amènent du désir là où ils vont. Marseille, pour nous, Marseillais, aujourd'hui, elle est attractive. Donc ceux qui étaient déjà là, ben, ils sont plus valorisés. Il y a quelques années, il fallait toujours dire, moi quand j'étais conseiller municipal à Marseille, je vous assure à Sciences Po Paris, ah mais tu vas sur la liste de Marseille, mais tu ne te rends pas compte ce que tu fais là. C'est-à-dire à quel point c'était négatif. Et donc tout ça, nous qui sommes là, j'allais dire de tout le temps, ça nous revalorise, ça reconstruit les choses. Et ça donne de la force, ça donne de la puissance, et je crois qu'il faut se dire tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a appris pendant cette pandémie? On a appris un certain nombre de choses. D'abord, c'est qu'on pouvait coopérer et mettre des frontières. Avant, il y avait les gens qui étaient pour le tout ouvert et les gens qui étaient pour le tout fermé. Ben, la grande pandémie, c'est de la coopération et de la frontière. Ça, c'est un nouveau modèle qu'on va retrouver partout. Et ça, c'est une chose importante en termes politiques. Ça, le président l'a dit, on va faire une économie en partie régionalisée, en partie localisée. Il y aura toujours une économie mondiale, mais coopération et frontières, première idée. Deuxième idée, le tout économique qui dominait depuis Reagan. Et si je peux me permettre, qui a été très utile pour faire tomber le communisme en URSS, ce tout économique a perdu sur l'art de vivre. L'art de vivre est premier. Vous savez qu'en France, on s'est arrêté de vivre pour sauver qui? Les gros, les vieux et les malades. Pas nous, pas nos enfants, pas nos entreprises, les plus improductifs. Et on s'est tous arrêtés pour ça. Et c'est quand même extraordinaire, surtout que les personnes âgées en EHPAD, pour lesquelles on a tant fait d'efforts, tellement la situation était tragique, leur espérance de vie en EHPAD, c'est 3 ans. Ben, je dirais qu'ils sont déjà morts d'autre chose. Vous voyez pourquoi on s'est battu? Pour des valeurs.
pour des valeurs humanistes. Ce n'est pas vrai pour la Chine, ce n'est pas vrai pour les régimes populistes, mais ça a été une bataille humaniste sans objectif économique. Et ça, il faut le dire de manière extraordinaire par rapport à cette société qu'on décrivait, une société de l'apparence, de la séduction, du bling-bling. Non. Et puis, c'est une période qui a accéléré brutalement toutes les tendances, comme toutes les guerres. Que ce soit MeToo, que ce soit Greta Thunberg, que ce soit le désir des gens de voir la nature. Et c'est une des choses qui attire à Marseille, c'est qu'on voit la mer, c'est qu'on voit les collines. Les gens veulent voir la nature quand ils ouvrent leurs fenêtres. La nature, ça peut être la mer, ça peut être la montagne. C'est ça qui se joue dans plein d'endroits. Donc il y a tout ça qui s'accélère à toute vitesse. Et puis je crois surtout, ce qui est le plus important peut-être, c'est qu'on a compris qu'on n'était pas maître et possesseur de la nature. Parce que cette espèce de pangolin, si tant est que ce soit vraiment un pangolin, en tout cas l'homme a tellement consommé l'espace, a tellement dominé la nature qu'il a franchi une limite qui fait qu'on a dû se mettre à 5 milliards pour s'en sortir. Et donc au fond on a là, on va dire, des cartes à perdu pour faire l'image. Et donc ça c'est essentiel parce qu'en sortant de la pandémie, dans tous les pays, le deuxième sujet après le niveau de vie, c'est la crise climatique. Avant l'immigration, avant le chômage, avant tout l'insécurité, partout. Et donc ça veut dire que la société a compris une chose essentielle, c'est que le monde de demain sera celui de la guerre climatique. C'est important de dire ça, parce que si vous voulez, il y avait des gens qui le disaient, on le sentait, mais on disait c'est pas encore pour tout de suite, ça va pas arriver maintenant, etc. Et là d'un coup, partout, vous croyez qu'on aurait fait la voiture électrique? Vous croyez qu'on aurait fait un certain nombre de réformes, que ce soit la Réunion du Canada dernièrement, etc. Non. Alors on peut trouver qu'on va pas assez vite. La France, on était tellement content que la COP21 soit en France qu'on s'est dit c'est tout fait, c'est chez nous. Non, c'est pas chez nous, ça suffit pas. Derrière, il faut aussi faire un certain nombre de choses. Mais je crois que tout le monde a compris ça. On est entré en guerre pour des années. Cette guerre, c'est une guerre, donc ça veut dire que ça va créer de l'inflation, ça va modifier les modes de vie. Mais au fond, la question, ce que personne n'arrive à faire en ce moment, c'est qu'il faut faire rêver les gens. Cette guerre, on va la gagner. Et cette guerre, on va la gagner, on va modifier nos modes de vie. Parce que si on ne dit pas ça, qu'est-ce qui se passe? 37% des jeunes filles universitaires ne veulent plus faire d'enfants. Alors on peut toujours discuter des retraites, mais si de l'autre côté on ne fait pas de bébés, et si on ne fait pas d'immigration, les retraites, c'est un débat complètement superfétatoire. Donc il faut redonner confiance. C'est le rôle des politiques, effectivement, et en ce moment, disons-le, en termes de récits, de projets, ils sont très absents. Et c'est catastrophique parce qu'un pays doit avoir un horizon, surtout la France, qui est un pays très politique, qui est un pays qui se pense toujours à l'avant-garde. Quand il n'a pas d'espérance, quand il n'a pas de projet, ça ralentit. Alors ce qu'on a appris aussi, c'est que le premier lien entre les hommes maintenant, c'est le numérique. Avant la pandémie, j'allais dire c'était le pétrole. Depuis la guerre, quand on voulait voir quelqu'un dépenser du pétrole. Aujourd'hui, on veut voir quelqu'un, regardez le président du MEDEF, on fait Skype, on fait un Zoom, on se voit, partout. Dans les familles, à l'intérieur des métropoles, 43% des gens d'Île-de-France sont en télétravail. Parce qu'une grande métropole, si on ne doit plus circuler, ça devient un endroit génial. Si on circule, qu'on décalé des autres, nous on a le même problème. Le télétravail, ça amène les gens vers l'extérieur des villes, mais aussi vers l'intérieur des villes. Donc le véhicule numérique a gagné cette période. Et le véhicule numérique dans la culture, c'est le premier moyen d'accéder des jeunes à la culture. On a trop tendance à considérer que la culture, ce sont des bâtiments. Non, la culture, c'est la sphère du numérique, et pendant la pandémie, ça a accéléré, et c'est une très bonne nouvelle, mais il faut y faire attention, évidemment. Mais c'est important de le dire. Et puis, on a vu une chose dans cette pandémie, c'est qu'il y avait 3 groupes sociaux. On a vu les gens qui travaillaient tout le temps. Ceux qu'on leur a dit, après, on va s'occuper de vous, mais on ne s'en est pas occupé. Et puis, les gens qui étaient en télétravail, c'est monté à 40%. 25% des Français sont en télétravail. 80% des gens qui ont été imposés en télétravail ont voulu le garder. Alors qu'avant, il y avait 4%, parce qu'un patron qui ne voyait pas ses salariés, il se demandait un peu s'ils travaillaient. Et là, on a complètement changé. On est rentré dans les pays leaders du télétravail. Pour le télétravail, ça augmente la productivité. C'est un gros intérêt, mais ne le dites pas trop fort, ils ne demandent jamais d'heures supplémentaires, parce qu'ils ne savent pas quand ils arrêtent de travailler. Donc pour les patrons, ce n'est pas inintéressant, évidemment, comme processus. C'est ce groupe-là qui se diffuse dans l'espace et qui motive. Les gens, effectivement, qui ont travaillé pendant toute la pandémie, c'est des gens qui habitent loin de leur lieu de travail. On ne peut pas les mettre en télétravail. Mais par contre, on peut leur donner une nouvelle politique de l'attribution du logement social, le droit à la proximité, comme faisait Jules Ferry, pour l'instituteur, pour le policier, pour l'infirmière. Il est temps de modifier ces politiques. C'est tout ça qu'il faut se dire. Et donc on est effectivement dans une société qui change sur tous ces éléments, où le travail, c'est la fin du fordisme, pour le dire autrement. Enfin, un moment qu'on n'était plus dans des sociétés vraiment fordistes, hiérarchiques, etc. Les gens ne se changent plus pour aller travailler. Ils veulent pouvoir aller travailler en basket, ils veulent pouvoir aller en short quand il fait chaud. Ils veulent pouvoir, au fond, être respectés comme s'ils blaguaient dans un bar. Toute cette qualité du lien humain, c'est la première demande des gens au travail. Non seulement le respect, bien entendu, mais plus que ça,
le fait qu'effectivement la qualité de vie au travail soit un objet absolument central, ça nous renvoie aujourd'hui. Mais c'est la fin du modèle Fordiste. C'est une société, vous savez, vous avez une espérance de vie de 700 000 heures. Je le dis toujours, mais on oublie ce chiffre. En 1945, elle était de 700 000 heures. La durée légale du travail, c'est 70 000 heures. Ça va passer, avec la réforme, à 76 000 heures. Donc, même pas 76 000 heures, 73 400 heures. C'est ça qu'il faut dire. 700 000 heures de vie, en gros, on travaille 10% de notre vie. C'est ça le temps. Donc, tant qu'on était au début des sociétés fordistes, le travail, c'était presque la moitié du temps de vie. Donc, forcément, ça structurait le lien social, le mariage, la politique. Nous, c'est plus comme ça. Le travail est très important. Les Français n'ont jamais autant travaillé que cette année, mais ils travaillent avec une culture qui est construite dans le hors-travail, dans leur mode de vie, dans leur volonté. 70% des Français ont un jardin. Ce qu'ils veulent, c'est un arbre, un chien, pouvoir recevoir leurs amis autour d'un barbecue, c'est pas polytechnique, hein. C'est ça, cette société-là. Donc c'est tout ça qui se passe. Et tout ça a été bousculé, transformé, et au fond, on ressort de la pandémie avec une société du proche. Ce qu'on veut, c'est avoir un local, un lieu où on habite, mais pas le retour au village ancien. Là où on habite à proximité, le marché, le tiers-lieu, la mosquée, l'église, la salle de sport, mais la livraison, mais le voyage, mais effectivement les études à l'extérieur, et mais la culture par Internet. C'est ce couple, local et livraison, qui réorganise tout, alors que la période d'avant, c'était effectivement, on construisait des logements et des grandes surfaces, on allait en voiture. Les très grandes surfaces, je m'excuse pour leur directeur, risquent fort d'être transformées en lieu de stockage, justement pour la livraison. La livraison, vous savez, Amazon, 21 millions de gens s'en servent. Ça a un effet d'aménagement du territoire bien meilleur que toute politique publique. Partout en France, vous pouvez être livré en 24 heures et vous avez accès à tout Internet. En gros, vous avez une qualité de vie quasi urbaine. C'est ça qui est en train de changer fondamentalement. Alors, pour finir, au fond, on passe d'une époque où on était obsédé par la modernité. La France a été un pays du béton. Vous savez qu'on a fait 63 000 ronds-points. 63 000 ronds-points. Alors que les Allemands en ont fait 5 000, les Américains 10 000. Alors soit les autres sont complètement débiles, ils veulent se rentrer dedans, soit nous, on est tellement rationalistes que si un maire ne fait pas un rond-point avant chaque élection, il n'est pas réélu. Un beau rond-point avec au moins un petit jardin au milieu qu'on arrose. Souvent, on voit les gamins qui jouent dans la cour du HLM à côté, il n'y a pas d'eau. Donc, cette obsession, le grande surface, le HLM, le rond-point, les UP, tout ce monde du béton qu'on a du mal à habiter aujourd'hui, c'est plus ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un esprit des lieux. Ce que les gens veulent, c'est l'association de la technologie. Ce qu'ils veulent voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, voir la nature par la fenêtre, voir le patrimoine, être dans un lieu de la convivialité. Donc c'est toute cette idée de la proximité, pas la ville du quart d'heure, les villes sont brassage, mais il faut du local et du mélange. Il ne faut pas non plus que la ville du quart d'heure, ça serve à isoler les quartiers, et on voit bien ce que ça veut dire à Marseille. Mais bien sûr qu'il faut renforcer les villes locales, ce qu'on fait, et puis être dans la mobilité, dans les transformations. Donc on est dans une période de transformation des mentalités. Il faut le dire comme une chance. On était à la fin des sociétés du progrès. On était à la fin de l'idée que tout ce qui est neuf est meilleur, que tout ce qui va plus vite est meilleur. Tout ce qu'on a vécu pendant 150 ans, qui a permis de développer la puissance de l'industrie et qui a fait allonger la vie de 50%. C'est magnifique. On est allé sur la Lune, mais surtout, on a allongé nos vies d'une façon extraordinaire. C'était fini, alors on hésitait, populisme, identité, tu es français, je ne suis pas français, d'où tu viens. On était pris dans un jeu absolument terrifiant. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est de mobiliser les gens sur cette immense guerre climatique. Mais il faut leur dire que ça va être génial. On va inventer, on va faire de la technologie, on va modifier nos modes de vie. Mais je veux dire, il faut donner confiance à la jeunesse, parce qu'on va la gagner, on a gagné toutes nos batailles. Pourquoi on perdait celle-là? Il faut simplement se mobiliser. En France, la guerre climatique, ça va être 700 milliards à peu près, dans les 10 ans qui viennent, 6% du PIB. On est à 2%. 3% public, 3% privé. En gros, hein. On en est loin. Regardez, on vient de mettre 400 milliards sur la défense. On se demande bien comment on va les payer, parce que dans ce pays, quand on discute de travailler plus, on est au bord de la révolution. Donc, si vous voulez, il est clair que, oui, ça va nous coûter cher. On va faire de l'innovation, de nouveaux modes de vie. On va aussi avoir de nouveaux rapports avec le Sud, parce qu'on est en partie responsable, évidemment, des transformations de l'Afrique en matière écologique. Donc, c'est tout ça. Et il faut se dire, je finis là-dessus, mais si vous voulez, dans ce grand mouvement, qui va être un immense mouvement de création. La chance de Marseille, c'est que, si vous voulez, on est redevenu positif, très positif. C'est la ville dont on rêve de partout. Et nous, qui avons vécu ce que je disais au début, des périodes aussi difficiles, depuis notamment la fin de la guerre d'Algérie, à nouveau, la ville redémarre. La ville est attractive. Il faut être ouvert, même aux touristes. Le tourisme, bien sûr qu'il y a des points de surtourisme, il faut gérer les flux, etc. Je connais bien ce sujet, j'y ai beaucoup travaillé. Mais être désiré par les autres, c'est génial.
que des gens désirent votre ville, qui désirent le Vieux-Port, qui désirent nos calanques. Après, il faut les réguler, hein, les calanques, ce qu'on a fait d'ailleurs est très très bien, de réguler par le numérique. Retrouver le désir, c'est ça qui est arrivé à Marseille, et c'est ça, je pense, qui va nous permettre d'avancer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La période, bien sûr qu'elle est compliquée, bien sûr que les pays comme les nôtres ont redécouvert les pandémies, ont redécouvert les guerres. Mais c'était quoi cette idée que les guerres, c'était pour les sous-développés? C'était quoi l'idée qu'il peut y avoir 5 millions de morts au Congo et qu'on s'en foutait au fond? L'Éthiopie se bataille, mais c'est normal, bah, de toute façon ils s'entretuent. Mais non, la guerre fait partie des sociétés, les pandémies font partie des sociétés, il faut les réguler, il faut les limiter, mais croire que c'est que pour les autres, ce n'était pas une bonne idée. Et on avait sans doute là une forme d'arrogance extrêmement pénible. On en est sorti, ça nous ouvre beaucoup de perspectives, et je crois qu'il faut le dire comme ça, avec vraiment cette idée centrale, redonnons confiance à la jeunesse. Le chiffre qui m'obsède, c'est 37% des jeunes filles qui ne veulent pas avoir d'enfants quand elles ont fait des études supérieures. Une société ne peut pas se développer si les jeunes femmes n'ont pas envie de faire des enfants. Et ça, je crois que si vous voulez, c'est une des choses qui, pour l'instant, à Marseille, est plutôt moins grave qu'ailleurs, j'allais dire. Profitons-en, faisons des bébés. Bonne soirée.